de la neige et de la lutte des classes dans un train. Vous l'avez compris, je parle bien sûr de Snowpiercer, le transperce-neige, cette fois-ci disponible en série sur Netflix. Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et aujourd'hui nous allons parler de la toute nouvelle série Snowpiercer de Josh Friedman, le scénariste des futures suites du film Avatar. Ça va, c'est plutôt confortable comme situation. Un petit peu de contexte avant tout, sachez que la série n'est pas originale de Netflix, mais est sortie une semaine avant sur la chaîne TNT, une chaîne américaine qui a promu en plus grande partie cette future série. C'est suite à un accord que cette chaîne a finalement décidé de rediffuser ces épisodes sur Netflix, et ce de manière presque instantanée. Le premier épisode est sorti à l'origine le 17 mai sur la chaîne TNT pour finalement être rediffusé aujourd'hui, là où sort cette vidéo, le 25 mai. Et étant donné que le calendrier Netflix tient à matcher à celui de la chaîne TNT, du fait que le premier épisode arrive avec une semaine de décalage, Netflix diffuse directement les 2 premiers épisodes ce 25 mai pour ensuite diffuser tout le reste de manière hebdomadaire comme toute série de chaînes américaines. Donc les 2 premiers épisodes sont déjà disponibles sur Netflix et le reste arrivera chaque semaine. Et ce décalage est peut-être dû à une histoire probablement soit de droit ou de VF, car oui, la version française est disponible sur Netflix. Snowpiercer n'est donc pas inconnu à vos oreilles, évidemment il existait déjà un film en 2013, déjà adapté d'une bande dessinée française, Le Transperce-neige, cocorico.exe. Et le tout sera distribué en 10 épisodes de pas moins de 50 minutes. C'est une série assez importante pour la chaîne TNT, plutôt conséquente dans sa production, avec une panoplie de producteurs qui étaient déjà présents dans le film original. Je pense par exemple à Bong Joon-ho, le réalisateur scénariste du film original Snowpiercer, Le Transperce-neige, mais pas que, également le réalisateur du très célèbre Parasite sorti l'année dernière. Il sera donc là à la production de cette nouvelle série, avec aux côtés Park Chan-wook, encore un producteur-réalisateur d'origine sud-coréenne, à l'origine du cultissime Oldboy. L'original, ok, l'original. Donc tous ceux qui ont déjà vu le film ne seront absolument pas déroutés, c'est exactement la même histoire, enfin du moins le même concept d'origine. La série résume d'ailleurs très bien son histoire lors de son introduction, pour nous faire comprendre qu'après une guerre qui continuait de faire réchauffer la Terre à cause du réchauffement climatique, un scientifique a eu l'idée de faire refroidir la Terre, mais à cause d'un accident a fini par la faire geler. À moins 117 degrés si je ne me trompe pas. Enfin ça varie de temps en temps on va dire. Hein. Un certain Wilford a eu l'intelligence de créer un train pour réfugier les survivants dedans, et le train continue d'avancer sans cesse, à faire le tour du globe de manière à continuer de réchauffer les survivants avec son propre écosystème à l'intérieur. C'est très bien organisé. Équipé de pas moins de 1001 wagons, là où les survivants seront classés de manière peu équilibrée. Les plus riches seront placés à l'avant, tandis que les plus pauvres seront placés à l'arrière. Les fameux sans-tickets qui sont entrés de manière clandestine dans le train à la dernière minute. Une bien belle caricature de notre société. Et évidemment, les pauvres seront traités un peu comme de la merde, tandis que les plus riches, eux, seront mais vraiment dans une abondance incroyable de nourriture, de bien-être et bien d'autres. Avant de commencer cette série, ou même le film original, ou peut-être même la bande dessinée, même si je ne l'ai jamais lu, il est très important de ne pas prendre l'univers dans son ensemble au sérieux. Enfin forcément, quand j'ai vu le film, je n'ai pas pu m'empêcher de me poser tout un tas de questions vraiment très basiques. Comment ils font pour se réapprovisionner en nourriture? Comment font-ils pour survivre sans soleil? Enfin, le genre de questions que les spectateurs de Into the Night n'ont pas aimé que je me pose. Ceci dit, ce que j'aime bien dans cet univers, même si encore une fois il ne faut pas le prendre vraiment au sérieux, c'est qu'ils sont allés au bout de leur concept. Parce que sur le coup on se dit, attends mais ça veut dire que si tu veux créer un écosystème dans un train, donc tu vas créer de la nourriture, tu vas faire pousser des cultures dans ce train, dans ce même train? Comment ça se passe? Et oui, c'est ce qui se passe. Il y a bel et bien des wagons de nourriture avec des sortes de serres, on fait pousser des fruits et des légumes. L'occasion justement pour les réalisateurs de nous faire ressortir un esthétique assez incroyable sur l'élaboration de l'environnement. Et quand on voit le genre de nourriture qu'on sert aux habitants de ce train, quand je parle de nourriture, j'entends bien des gâteaux, du pain, du fromage. Tu veux du fromage? Je me suis dit, attends, mais ça veut dire que forcément, il y a des vaches. Et oui,
il y a des vaches. Donc libre à nous d'imaginer que d'autres wagons conservent peut-être des espèces de mini-champs de blé et peut-être qu'ils simulent le soleil avec l'éclairage au-dessus. Enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut, c'est de la SF, donc pourquoi pas. Et comme je le disais, c'est l'occasion idéale pour créer une grande caricature de la fameuse lutte des classes. Caricature qui, à mon goût, a trop souvent été exploitée au cinéma et même en série. D'ailleurs, récemment, la saison 3 de Westworld, que j'ai déjà analysé dans de précédentes vidéos, ont déjà remis une couche là-dessus, et c'est également forcément le cas de Snowpiercer, qui adapte déjà une BD parlant déjà de ce phénomène. Et même si je me recommande à moi-même de revoir le premier film, avant de continuer de parler de la série si toutefois je compte faire d'autres vidéos dessus, sachez que je risque de faire pas mal de petites comparaisons au film de 2013. Et ce, en relevant à la fois des bons points et des mauvais points. Par exemple, au pif, un bon point que je pourrais mentionner, c'est le fait que les enfants dans la version de 2013 sont, à mes yeux, totalement stone. S'il y avait un truc que je reprochais, c'était bien ça. Enfin, les enfants étaient limite robotiques, sans âme, s'en foutaient de ce qui se passait. Lorsque les riches kidnappaient les enfants, les parents étaient en panique et les gamins s'en foutaient complètement. C'était vraiment très énervant. Et ce qui, à ma grande joie, n'est pas du tout le cas de cette nouvelle série. Ces jeunes enfants sont en panique perpétuelle lors d'événements tragiques et ça fait vraiment du bien à voir. Ils sont vivants, ils crient, ils pleurent avec une meilleure interaction avec les adultes. Et on sent même déjà beaucoup plus de travail peut-être sur l'élaboration de l'écriture de cette série par rapport aux personnages, car le plus important dans une série pour nous faire tenir en haleine sur le long terme, c'est, comme je le dis très souvent, les personnages. Et c'est justement ça que je pourrais dire pour le film original, c'est qu'il était bien trop dans la caricature. Que ce soit sur le comportement des habitants du train ou même encore dans la façon de présenter les personnages, on avait vraiment les méchants privilégiés et les gentils opprimés. Ce qui n'est pas exactement le cas de cette série et on va pouvoir développer un tout petit peu. Tout d'abord, la narration est disloquée en deux arcs. D'un côté, on va nous présenter la communauté des riches par le personnage de Melanie Cavill, incarné par la très célèbre Jennifer Connelly, et ce personnage à l'encontre du film ne reflètera pas ce même petit côté malsain, vraiment exagéré du personnage de Mason dans l'original, ce qui peut-être me fait croire qu'elle finira par virer du côté clair de la force. Déjà, on sent bien que toute une backstory a été conçue, écrite, élaborée sur ce personnage, et clairement, la volonté de ne pas mettre un mauvais fond sur celle-ci est purement volontaire. Et le fait de vouloir s'habiller comme une prolo après une journée de travail en dit long sur son caractère. Donc un personnage bien écrit en vue. Et d'un autre côté, nous avons les pauvres représentés par André Layton, un ancien enquêteur de meurtre qui sera justement appelé par les riches pour résoudre une enquête criminelle, vu que c'est le seul apparemment ancien policier disponible dans ces wagons. Sur 1001 wagons, t'as qu'un seul enquêteur, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Donc un homme a été retrouvé, les membres découpés et pas que, et en échange de trouver le criminel, il sera récompensé en étant placé en 3e classe. Donc on pose tout doucement les enjeux, alors que pendant ce temps-là, on a forcément les réfugiés, les survivants de l'arrière du train qui vont essayer de commettre, de créer une révolution, exactement de la même façon que la version de 2013. Et probablement la même chose que dans la bande dessinée, que encore une fois je n'ai pas lu. D'ailleurs dans les commentaires, si vous connaissez un petit peu la BD, n'hésitez pas à me dire qui est le plus fidèle entre le film original et cette nouvelle série, car clairement, même si le concept est le même, l'histoire a l'air purement et simplement différente. Et d'ailleurs peut-être, je ne suis pas sûr, mais peut-être qu'il s'agit d'un univers étendu. Là pour le coup j'en suis pas sûr. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une sorte de reboot adapté en série. Et donc la réalisation va nous présenter ces différentes classes avec un contraste assez démesuré. Tu sens que les riches sont très confortables là où ils sont et les pauvres vraiment dans son contraire total. Et finalement c'est plutôt, on va le dire, fidèle à la réalité. Les fameux immeubles de riches construits à côté des bidonvilles, enfin, si vous avez un petit peu suivi vos cours de géographie au lycée, au collège, vous avez forcément pu étudier ce passage. Après, en termes de réel pur, celle-ci reste plutôt simple et voire même quasiment inégale à celle de Bong Joon-ho. Mais ceci dit, je trouve que dans cette série, on ressent plus le fait que les personnages soient coincés à l'intérieur d'un train. Enfin, ça remue beaucoup plus, surtout chez les pauvres, alors que dans le film original, on ressentait pas vraiment ça. Enfin, c'était anormalement stable et bon, de toute façon, comme je le disais, on nageait beaucoup plus dans la caricature. Mais le point commun entre les deux sera bien évidemment la violence toujours aussi présente, enfin peut-être même
un poil plus dans cette série, avec le très célèbre châtiment de coincer le bras d'un pauvre dehors pour le geler de manière à ce que le bras soit parfaitement dur, qu'on puisse l'exploser par la suite. Châtiment des riches de manière à rappeler aux pauvres qu'ils n'ont pas à se plaindre du fait que dehors, c'est la mort instantanée. Bref, le tout reste toujours très brutal. On ressent toujours parfaitement bien la crasse des pauvres. Évidemment, la richesse totalement absolue des privilégiés et les enfants complètement innocents. Enfin d'ailleurs, la majorité des privilégiés sont innocents. Ils ne savent pas exactement dans quelles conditions on place les pauvres. Enfin, du moins pas tous. Et dans l'ensemble, la série nous propose un acting que je trouve haut niveau. Par exemple, je ne peux pas m'empêcher de mentionner la réaction d'André face à la redécouverte de la nourriture. Vraiment, c'est génial. Enfin, il nous offre une performance assez extraordinaire. Enfin, tu sens qu'il est vraiment affamé. Et c'est un peu comme s'il redécouvrait un ami, un vieil ami. Et je vous avoue que ça m'a donné un peu faim. Anecdote, je jeûne quand je fais des vidéos. Pour calmer un petit peu mon gros bide, hein, c'est ça. Et vraiment, alors certes, Jennifer Connelly est très bien dans son rôle, mais franchement, David Diggs est vraiment très inspiré. On sent qu'il voulait ce rôle, il s'investit à fond et ça fait plaisir à voir. Et autre mention concernant l'introduction de cette première saison qui fait un hommage total sur la bande dessinée, le tout présenté forcément en dessin animé un peu crayonné à la main, tout ceci pour nous présenter l'histoire de manière assez efficace. Après, si je puis me permettre, je trouve que l'ensemble n'est pas parfait, par exemple au niveau des effets spéciaux qui sont passables mais vraiment pas exceptionnels. Surtout sur le rendu du train à l'extérieur, franchement des fois on aurait aimé s'en passer et pourtant ça ressemble peut-être même trop au film d'origine, seulement celui-ci date de 2013. Là on est en 2020, après bon je reste indulgent du fait que c'est une série, mais je trouve que les séries ont pris beaucoup plus de galons sur l'élaboration de leurs effets spéciaux. Ceci dit, tout dépend du budget de certains, donc on ne va pas trop juger sur cet aspect. Et pareil, au niveau de la photographie, c'est beaucoup moins impactant que le film. Même si on sent qu'ils font l'effort de créer une esthétique particulière lors des phases dans les wagons spéciaux, avec des serres, des plantes, etc., ils font un effort de mettre un peu les couleurs en avant, mais ce qui, à mes yeux et dans mes souvenirs, était 2 fois plus le cas dans le film d'origine. Donc c'est un détail qu'on peut peut-être reprocher sur la confection des décors, qui, je rappelle, sont peut-être dus à un budget un peu moindre. Il y a également un effort de fait sur les décors, une belle droiture et rondeur parfaite chez les riches et son exact opposé chez les pauvres. Le tout sera accompagné d'une musique cyberpunk plutôt agréable, mais pour l'instant pas forcément exceptionnelle, et j'attends de voir si la série va nous proposer quelques thèmes un petit peu plus original. J'apprécie malgré tout le souci de détail de vouloir placer un petit bruit de train en permanence pendant toute la série, et ce bruit changera en fonction de l'isolement de chaque wagon. Par exemple, évidemment, les survivants à l'arrière seront tout le temps accompagnés de bruits de train assez pénibles, tandis que les plus riches seront parfaitement bien isolés, etc. Vous l'avez compris, cette nouvelle production ressemble peut-être un peu trop à mon goût au film original de 2013, même si elle propose des cheminements complètement différents sur l'élaboration des personnages, sur l'histoire et bien d'autres, et le tout en essayant d'élaborer un peu plus les cohérences de l'univers, par exemple un système de sous-transport en dessous le train de manière à traverser les wagons plus rapidement, ça c'est génial. Donc dans l'ensemble, pour résumer très grossièrement, je dirais que la série est plutôt cool, même si je pense nous connaissons déjà tous la fin, de quelle façon ça va se finir. Après, comme je disais, le cheminement des personnages est assez différent, d'ailleurs ce n'est pas les mêmes personnages, donc peut-être que les scénaristes vont nous offrir quelque chose de différent sur son final. Un autre truc que je trouve un tout petit peu dommage, c'est la volonté de placer cette série juste avant l'été, alors que clairement il aurait fallu la mettre en hiver, juste purement et simplement pour l'immersion. C'est clairement une série qui fait plaisir à voir en plein hiver, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Sur ce, si vous avez déjà vu ces 2 premiers épisodes, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis sur l'ensemble, ce que vous pensez de cette série, si vous l'appréciez, si au contraire elle vous déçoit et qu'elle ressemble trop au film comme je le disais. Bref, encore une fois, je réponds à tous les commentaires, donc profitez-en. En attendant, je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la cloche, liker, partager et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.